C'est parti pour un autre épisode de J'aime ta compagnie, le balado des entreprises ambitieuses qui n'ont pas de département marketing. Depuis plusieurs années, notre équipe accompagne des entreprises dans le développement de plans marketing et dans la concrétisation de leurs ambitions. On va se dire les vraies affaires, la réalité n'est pas la même quand tu n'as pas un département marketing complet pour assurer le développement des affaires de l'entreprise. Notre promesse, c'est que chaque épisode regorge de trucs et d'outils pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions d'affaires. Ici, on s'élève ensemble pour bâtir des entreprises qui nous ressemblent et qui créent de la valeur pour nos communautés. Pour attirer et fidéliser les bonnes clientèles et les plus grands talents, tout est marketing. Et comme nous connaissons la valeur de votre temps, place à l'épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode de J'aime ta compagnie, dans lequel on va discuter des possibles avec Caroline Houle. Caroline Houle, je la présente rapidement. Elle cumule plus de 20 ans en gestion et en direction dans des organisations du secteur communautaire ainsi que du secteur privé. C'est une gestionnaire très engagée qui croit profondément à l'approche du coaching pour développer des équipes performantes dans un climat de travail bienveillant. C'est un mot que, en tout cas, on va la laisser parler tout à l'heure. Vous allez la découvrir, mais la bienveillance, c'est un mot qui lui colle à la peau. Elle a maintenant une pratique privée en tant que coach professionnel, autant au niveau personnel que d'affaires, et souhaite accompagner les gens vers une meilleure satisfaction quotidienne en honorant leur vie privée ou leur travail. Alors, bonjour Caroline. Bonjour Marie-Michel. T'arrives comment aujourd'hui? Premièrement, je suis excitée de parler avec toi. Ça me fait vraiment plaisir ça me fait plaisir ton invitation. Fait que franchement, je suis vraiment contente d'être ici puis de partager avec toi ce moment. Et je te remercie parce que, comme je le disais plus tôt, t'es la première personne avec laquelle je fais une entrevue sur le balado. Puis évidemment, j'ai choisi quelqu'un qui est proche de moi, qui fait partie de mon cercle rapproché et avec qui je me sentais 100% en sécurité. Alors, merci d'avoir embarqué alors qu'il n'y avait aucune preuve de mes compétences préalables. Aïe, aïe, aïe. Pour commencer, Caroline, là, j'aimerais ça que tu racontes notre histoire à toutes les deux. Comment ça se fait qu'on se connaît, mais dans tes mots à toi? Eh bien, Marie-Michel, je ne sais pas si tu te rappelles autant que moi ce moment, c'est que j'étais en train de donner une conférence à la station, à Rimouski, un endroit de coworking, puis tu étais dans l'audience. Puis on avait vraiment tout de suite cliqué, le sujet était vraiment intéressant, puis parce que moi ça me passionne, l'intelligence émotionnelle, puis de ton côté aussi, je pense que ça t'avait touché. Puis je me rappelais, tu avais sorti du lot, là, entre guillemets, là, par rapport à cette rencontre-là que j'avais faite, puis j'avais vraiment beaucoup apprécié notre première rencontre. Puis suite à ça, on avait gardé contact. Et puis éventuellement, tu m'avais demandé de devenir ta coach là, pour t'accompagner dans ce que tu vivais à ce moment-là, pour ton développement personnel et professionnel surtout. Puis nous deux, c'était une histoire d'amour à développer parce que finalement, on est devenus bien amis après ça parce que on pouvait pas arrêter là. Puis maintenant, c'est plutôt du co-coaching, du co-développement qu'on se fait, une amitié, une confiance inébranlable. Moi, je trouve aussi le côté admiration que j'ai pour ton travail et que je sens aussi que tu as pour le mien. Donc, on s'aide à se développer, à s'élever, ma chère Marie-Michel. C'est ça, notre histoire à nous deux, avec l'humour. Puis, c'est drôle parce que tu racontais l'histoire, puis deux choses. Tu avais été extraordinaire dans cette présentation parce que tu avais abordé certaines notions plus théoriques de l'intelligence émotionnelle, puis c'était un lunch and learn d'1 heure et tu avais réussi à faire parler tout le monde autour de la table. Tout le monde avait partagé un petit quelque chose, puis la plupart des personnes présentes avaient été très, très vulnérables dans le partage, très, très ouvertes à nommer certaines choses. Puis j'avais découvert des collègues que je croisais tous les jours, mais je me disais « Oh wow, je les connaissais pas dans cette facette de leur vie. » Alors là, j'ai vu ta magie opérer. Puis au départ, ça, c'est un pattern que j'ai, là. Je t'admirais tellement. Pour moi, tu étais inaccessible. Puis je manquais de guts pour aller te demander du coaching. Puis, je sais pas si tu te souviens, mais on s'était croisés
dans un party de la chambre de commerce, t'avais chanté, t'étais dans un groupe de musique à l'époque, puis moi, j'étais un peu pompette. Alors, comme j'étais pompette, j'ai eu le guts de te demander comment ça marchait ton coaching et puis si j'étais admissible. Et puis, ça a été sûrement le guts le plus important de ma carrière entrepreneuriale parce que ça a été déterminant, là, dans mon évolution, de te croiser. Et puis, je me considère très chanceuse de t'avoir dans ma vie. Puis c'est cute parce que même, on a une amie commune qui, au départ, en tout cas, elle m'a confié qu'elle était jalouse que je sois amie avec toi. Puis elle a dit, il faut que je prenne un café parce qu'elle a l'air trop wow, cette Caroline. Puis je dirais d'un point de vue plus personnel, la dernière année entrepreneuriale a été très difficile pour moi sur plusieurs plans. Je sens pas le besoin d'aller gratter ça puis d'exposer publiquement là, qu'est-ce qui a été significativement très, très difficile là, pour moi sur le plan humain. Mais il y a eu plusieurs facteurs qui m'ont tiré vraiment vers le bas et je me suis trouvée parfois dans des situations où je voyais plus de lumière, je voyais plus comment me sortir de cette torpeur. J'étais comme dans une forme de victimisation de « Oh mon Dieu, le contexte est difficile, j'ai de la misère à développer mon entreprise, c'est difficile. » Puis là, j'avais la chance de te côtoyer parfois. Puis là, tu me ramassais, puis c'est comme, je sais pas comment le dire, mais j'étais comme en train de stagner, puis je me sentais pognée, je tournais en rond. J'avais peur. Tu sais, ce qui m'habitait, c'était de la peur sous différentes formes. T'arrivais à me challenger puis à m'amener à voir les possibles, à me tourner vers l'avenir, à retrouver mon pouvoir sur la situation puis dire aïe aïe, c'est quoi mes compétences, c'est quoi ma vision puis comment je vais oser des affaires pour me retourner vers les possibilités. Puis c'est là que ta magie, en tout cas pour moi, a opéré. Puis c'est un peu wou-wou, là, mais je m'amuse, moi, je suis très cartésienne, là, j'étais bien forte tu sais, les maths fortes au secondaire, là, moi, je scorais là-dedans. Mais j'ai ce côté aussi très ouvert, puis je pense que le mindset, c'est beaucoup plus important que les actions qu'on pose. Puis quand t'es face à ça, mettons quand je parle de ça, là, de cet état de torpeur, puis cet état de possible, comment toi tu définirais ça, ces deux postures-là? Parce que dans ta pratique, je dois pas être la seule que t'as croisée qui vivait ça. C'est quoi ces deux affaires-là? Écoute, Marie-Michel, je veux juste te dire à quel point je suis touchée par ce que tu as dit avant. Là. On va revenir avec la torpeur et la noirceur et Oui! l'univers des possibles. Là. Mais j'avais jamais entendu. Je me rappelle une fois, tu m'avais glissé un mot par rapport à comment tu te sentais par rapport à mon travail. Puis c'est juste que ce matin, ça me touche profondément ce que tu me dis, tu sais. Fait que je l'accueille puis je suis reconnaissante. Mais puis Merci dans ma d'avoir nommé démarche, ça. c'est que tu m'as aidé tu m'as aidé à toucher à ma valeur. Quand je me suis lancée en affaires, je croyais que j'avais pas tant de valeur pour une raison qui est pas si importante que ça. Là. Tu sais, des fois, on sait pas pourquoi on est comme ça, mais on est de même. Puis même avec des bailleurs de fonds dans le coin, des sociétés de développement économique dans notre coin, je leur disais la même chose au début. Vous étiez tous en veston cravate. Puis je pensais pas être à la hauteur d'aller demander de l'aide. Puis c'est carrément irrationnel, là. Mais tu m'as certainement amené à développer ça chez moi puis à voir qu'est-ce que moi j'ai en moi. Tout à fait, ça a été déterminant dans mon parcours. Mais je trouve ça magnifique, mais Marie-Michel, aujourd'hui, dans ta vulnérabilité de le nommer, tu rejoins Mm. probablement la voix de plein de gens. Vraiment. Puis, tantôt, tu me demandais de donner un peu plus concrètement, c'est quoi ces deux états-là? Ben, moi, le côté torpeur, c'est le côté paralysé, le côté où est-ce on croit plus dans notre Mm. capacité. Tu sais, Marie-Michel, dans notre tête, on a 60 000 à 80 000 pensées par jour. Puis quand nos croyances nous font tourner en rond. Tu sais, on a comme tout le temps cette image qui vient dans l'univers public, là, on en parle souvent, les fameux hamsters là, qui nous travaillent le cerveau, là, puis qui travaillent comme continuellement sur des problématiques. Mais des fois, on a l'impression qu'elles sont vraiment prises dans un cercle vicieux, ces petits hamsters-là, puis qu'il n'y a pas de sortie possible. T'es pris. Fait que t'as l'impression d'être pris, puis c'est ça la torpeur, l'immobilisme, la peur d'avancer. Puis moi, comment je travaille? C'est que j'ai pris un jour un engagement, je me suis donné une mission de vie parce que je trouvais ça fascinant, l'esprit humain. Je voyais dans les gens autour de moi à quel point que c'était répandu. Fait que je me suis donné comme mission parce que moi, je le vois aussi, je le vois facilement. C'est que moi, je veux refléter le beau et le bien que je vois dans les gens devant moi.
quand je fais ça, c'est comme si, justement, dans ma pratique de coaching, c'est que je ramène la personne à reprendre contact avec ce qui est bien. Qu'est-ce qu'elle possède comme bonne chose, tu sais, parce que les gens, des fois, ils sont pris et là, ils voient plus d'espoir possible, plus de solution possible dans une situation. Mais pourtant, tout le parcours de vie, les gens, ils ont des forces. Mais sais-tu que notre communauté, en ce moment, notre population, les gens, les médias sociaux, tout le monde regarde tout le temps ce qui manque. Les journalistes, qu'est-ce qu'ils pensent? C'est ce qui manque. Le politicien a sorti telle affaire, oui, mais il manquait ça, il manquait ça, il manquait ça. Moi, je regarde la fille qui est belle là-bas, crime-ti, à une taille de guêpe. Je regarde ce qui manque. Je regarde pas la beauté de ce que j'ai à offrir au monde. OK? Puis c'est peut-être un peu wou-wou. Tu disais ça tantôt? Mais on aime ça. Ici, on se le On aime permet. ça. Mais à mon sens, il faut que moi, mon rôle, ma mission, c'est d'aider les gens à reprendre contact avec leur côté de force qu'ils ont en eux. On est tous parfaitement imparfaits. Fait qu'il faut être capable de l'affronter, ça. Fait que quand t'es pris, tu sais, faut pas minimiser le fait que la vie nous amène parfois des situations extrêmement difficiles. Donc, on ne parlera pas en détail qu'est-ce que tu as vécu, mais c'était difficile. Donc, parfois, tout d'un coup, il nous arrive quelque chose qui nous amène dans une torpeur. Fait Mhm. qu'il y a aussi le facteur de temps. Puis moi, là, dans mon approche, c'est vraiment d'aider la personne à s'aider elle-même. Moi, c'est ça que je fais en coaching. C'est que j'essaie d'aider la personne à comprendre ses forces et à les mettre en action. Fait que c'est vraiment vers ça que je travaille. Puis dans l'action, moi, je me souviens, là, tu sais, j'avais des décisions à prendre, puis j'étais pas capable de les prendre parce que, tu sais, quand t'es face à des surprises dans la vie sur le plan de l'intégrité de personnes, c'est comme si tous les liens autour, même ceux envers toi-même, s'effondrent. En fait, moi, c'est ça que j'ai vécu. Dans mon vécu, j'ai perdu ma confiance en moi, j'ai perdu ma confiance avec des gens qui étaient importants autour de moi en me disant, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? Tu sais, c'est où la vérité? Puis peut-être que ce que je pensais vrai en moi ne l'est pas. Donc, c'était très difficile pour moi de continuer d'avancer, de décider, d'investir, d'oser, de prendre des risques. Puis, mais j'en ai parlé beaucoup dans le podcast, dans les épisodes précédents. Je parlais de risques, de comment on fait pour prendre des risques, parce que je l'ai vécu, mais je l'ai vécu dans le moins beau, là. Tu sais, je l'ai vécu dans l'immobilisme. Puis j'ai la chance, moi, d'avoir un ego, je pense, en santé. Puis c'est ça qui me permet aujourd'hui de parler librement de tout ça, parce que ça veut absolument rien dire maintenant sur ma valeur. Mon ego est pas fragilisé parce que j'ai vécu des difficultés. Puis c'est pour ça que je veux en parler, parce que les personnes qui, selon moi, entendent ça aujourd'hui puis sont vraiment comme challengées puis pas bien, ben il faut peut-être guérir l'ego avant d'avoir ces discussions-là. Puis ceux qui disent « Oh non, OK, je suis prêt à avoir ces discussions-là avec moi-même », de dire « Oh, pelaille, là, je pense que je me sens pris, coincé, j'ose plus, j'ai plus confiance en moi, j'ai plus confiance en la business, j'ai plus confiance en l'avenir. » Fait que je suis immobilisée. Ben, attends, des possibles à côté de ça. Puis dans ta pratique, là, c'est quoi? La question que je te pose, c'est pour amener les gens qui nous écoutent à être capables de reconnaître ça en eux. Quels sont les signes que tu as vus chez moi ou que tu as vus chez d'autres ou peut-être même chez toi-même qui montrent qu'on est dans cet état-là, qu'on n'est plus vers les possibles, mais qu'on est pogné dans la peur, peu importe la forme qu'elle a. Ben, les signaux, souvent, ben, les gens, ils vont le nommer qu'ils sont tannés d'un état quelconque. OK? Dans l'autocritique, dans le jugement, ils ont des idées qui sont des pensées que j'appelle envahissantes. Puis que rationnellement, tu regardes, tu te dis, voyons, pourquoi que je m'énerve avec ça? Tu sais, pourquoi je m'énerve avec ça? Ça fait aucun sens. Mais c'est à ça que je pense jour et nuit. Puis vraiment, le jugement de soi-même, là, c'est quand on n'a plus confiance en nous, là, mais c'est difficile de trouver des possibles, là. Tu sais, c'est comme là, on se dit, ben, on peut pas, tu sais, l'immobilisme, c'est quoi? C'est d'avoir peur que on prenne pas la bonne décision. C'est de craindre notre jugement au lieu de penser qu'il est légitime, notre ressenti. On n'est pas capable de se brancher dessus parce qu'on est mêlé. C'est d'être incohérent parfois aussi, tu sais, comme le signal, tu sais, de dire, ben, je pense tout droite, je pense tout gauche, je dis quelque chose, je dis son contraire. Ça, c'est aussi quelque chose qui fait qu'on est comme dans une espèce d'immobilisme, là. Mais, tu sais, l'amour de soi, là, on en parle, c'est un peu, les gens, ils trouvent ça un peu édulcoré, c'est beau les calinours, mais c'est pas ça. C'est juste de s'aimer entièrement. Les parts d'ombre comme les parts de lumière, les parts qu'on aime comme les parts qu'on n'aime pas, mais de se dire c'est ça qui est ça, et de travailler avec ça, tu sais. Quand on perd le contact avec ça, avec nous-mêmes,
c'est difficile d'avancer. La déconnexion avec vraiment de se faire confiance là pour notre vie là. Fait que, tu sais, ça Ben, fait, puis c'est des signaux que je peux voir moi dans ma pratique, mais aussi beaucoup les gens qui sont, comme je disais tantôt, qui voient que les choses qui vont pas, que les choses qui manquent, plutôt que toute la force qu'ils ont. c'est beau ce Fait que que tu as ça dit, ressemble puis à ça. Est-ce que ça répond à ta question, Adèle Marie-Michel? tout à fait. Et je dirais aussi qu'il y a une forme de compassion qu'on doit avoir envers soi avant de faire quoi que ce soit. Tu sais, comme tu disais, quand le contexte arrive subitement, puis que ton horaire est troublé, ne serait-ce qu'une petite affaire. Tu sais, moi, la semaine passée, ma fille s'est fait opérer, c'était pas prévu. On a dû monter à Québec du jour au lendemain, planifier ça, revoir l'horaire de travail. Des fois, juste des petites niaiseries comme ça nous déboussole complètement. Puis de commencer par dire, OK, ben j'ai de la compassion. C'est vrai que c'est pas évident. Je comprends que j'ai peur parce que ça marche pas ma semaine comme je l'avais planifié, puis les engagements que C'est pas je... une petite niaiserie. C'est juste C'est... comme ça, là. Je Ben, voudrais juste te dire, c'est pas une petite niaiserie. ouais, merci de me ramener. Tu vois, ça m'aide grandement dans ma vie à reprendre une certaine perspective sur ce qui m'arrive parfois. Mais, euh, mais tout à fait de dire comment avoir de la compassion, justement, gars, ça traduit mes patterns. Ce n'était pas une petite niaiserie. D'un point de vue de mes émotions, c'était gros. D'un point de vue de mes engagements professionnels qui prenaient le bord, ça me faisait peur, ça me déstabilisait. Puis des fois, c'est des petites affaires, puis on doit commencer par de la compassion avant même de se dire, bon, OK, je suis dépassée, puis j'ai des décisions à prendre, je dois retourner sur les possibles. C'est quoi les possibles pour moi cette semaine? Comment je vais m'y prendre pour que ça soit, que ça se passe bien pour moi? Puis, je pense que ça commence aussi par une forme de compassion sur ce qui nous arrive. Quand tu arrives devant une personne qui est prise là-dedans, dans la peur, dans sa boucle de découragement, qui a perdu confiance en elle, comment tu t'y prends? Moi, je suis très attentive à l'autre personne. Dans ma formation de coach professionnel, c'est une des choses qu'on nous apprend, c'est que les gens vont nous dire beaucoup d'informations à travers leur non-verbal, à travers, oui, si, le verbal, dans le sens que certains mots utilisés, certaines choses. Donc, moi, je me colle à l'autre, tu sais, je me mets au service de l'autre. Et là, j'écoute. Et là, je fais parler la personne. Et la première chose que je fais, puis c'est souvent en service à clientèle, ça fait longtemps que j'avais appris ça, peu importe la personne devant toi, il faut qu'elle se sente entendue. Mm. Il faut que ça sente dans un environnement sécuritaire pour baisser sa garde et revenir à un niveau qu'on peut, à ce moment-là, travailler. Donc, c'est d'établir la confiance et là, d'écouter avec toutes mes capacités. Et là, avec la personne, je commence tranquillement à lui montrer les incohérences. Tu sais, à lui ramener devant, puis c'est des questions que je pose. Je vais lui demander, alors, OK, cette peur-là, qu'est-ce qui serait arrivé si ça s'était concrétisé? Là, la personne, elle va dire, ben, c'est parce que ça se peut pas, là, vraiment, là. C'est comme, ça se peut juste pas. Fait que là, la personne, elle rit avec moi, on rit ensemble, on est curieux, on est bienveillant de ce qui se passe pour elle à ce moment-ci dans sa vie. OK? C'est vraiment fondamental parce qu'à ce moment-là, la personne elle-même, elle se met avec moi, on va à 10 000 pieds dans les airs. Et là, on observe qu'est-ce qui se passe ici pour elle. Puis on est dans le mode où est-ce on est comme, on essaie de mettre ça un peu léger, un peu d'humour, tu sais, même de la joie, tu sais. Je veux dire, là, ce qui se passe, c'est que la personne est dans un cul-de-sac. Fait qu'il faut ramener les capacités à la personne à voir les possibles. Parce qu'il y en a plein, là. Il y en a vraiment plein. Mais des fois, quand t'es juste une tête, t'as besoin. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. C'est que je vais vraiment bien écouter. Puis après, avec toutes sortes d'outils, je l'amène à laisser ramener la lumière dans ce qu'elle est en train de vivre. OK, mais ceci étant dit, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui, toi? Puis la personne, elle se creuse les méninges, puis elle réfléchit. Puis, en travaillant, oui, mais ça t'était pas déjà arrivé dans le passé? L'autre fois, tu m'avais dit telle chose. Oui, c'est vrai, ça m'est arrivé, mais qu'est-ce que tu avais fait à ce moment-là? Fait que, tu sais, c'est tout un questionnement savant qu'on nous a montré en coaching, puis d'écoute de la personne pour que la personne, elle reprenne confiance dans ses moyens, qu'elle soit capable de voir ses croyances, qu'elle les entende très clairement. Mais voyons, ça veut... Ah! Puis c'est ces prises de conscience-là qui amènent la personne à dire « Ah, je m'en rends compte maintenant de ce que je fais. » Parce que des fois, quand on est là-dedans, on se rend pas compte.
On s'en rend pas compte de c'est quoi qui nous cause cette inertie, ce mauvais moment, tu sais, on voit pas de solution. Mais à mesure qu'on décortique comme ça, puis assez rapidement, la personne, elle reprend confiance. Puis c'est comme d'apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que de lui donner du poisson. C'est que la personne, elle apprend comment ramener à ce qui est vraiment là en ce moment. C'est pour elle. Puis qu'avec toutes les forces qu'elle a déjà fait dans le passé, comment qu'elle peut avancer en demandant de l'aide, en écoutant des... Tu sais, il y a plein de façons là, de sortir d'une inertie. Puis moi, je me colle à la personne. Comment elle apprend, cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle a comme espace en ce moment? Parce que souvent, il faut créer de l'espace au début. Fait que c'est quoi les petites choses à corriger pour amener de l'espace? Fait que, tu sais, c'est vraiment cette méthode-là que j'utilise, là, qui est très... je veux dire, c'est vraiment pas... je peux pas écrire une procédure que quelqu'un peut mettre en place. Il faut vraiment que je me colle à la personne. C'est unique à elle, de par son vécu, de par ses circonstances. Puis on travaille avec ça pour ramener la confiance, ramener les possibles, là. Oui. Ça ressemble à ça, Marie-Michel. Ben, tu m'entendais rire des petits bouts parce que c'est sûr, je me reconnaissais, puis je me revoyais. Puis, tu sais, des fois aussi, quand on faisait l'exercice, je veux dire en anglais, là, du worst case scenario, là, tu sais, si tu prends telle décision, là, qui t'immobilise en ce moment, là. Tu sais, moi, il y a des décisions, là, c'est drôle, avec les filles, on riait de mes expressions un matin, mais pour toi, il y avait certaines des décisions que j'avais à prendre que c'était un pet dans la boîte. Et pour moi, j'avais l'impression d'y laisser ma maison, puis ma vie, puis ma peau, là, tu sais, sur cette décision-là, puis tu disais, hey, là, wake up, là, tu sais. C'est A. Ça, c'est une des stratégies, hein, en coaching. C'est de dire à la personne, sur quelle planète tu vis, là, parce que le commun des mortels, c'est pas ça qui va arriver, là. Mais tu sais, c'est de le faire avec bienveillance, la personne, elle se rend compte, tu sais, parce que chacun d'entre nous, on a des moments où est-ce qu'on va être complètement pas rationnel, illogique, nos émotions nous habitent trop, il y a des choses qui nous arrivent puis que c'est difficile à gérer. C'est normal. Fait qu'il faut juste faut accueillir ça, là. Puis dire, OK, comment qu'on le transforme, tu sais. Et la confiance, moi, je me souviens que dans certaines décisions, ce qui avait été significatif pour moi pour voir les possibles, puis pas juste les voir, passer à l'action vers les possibles, c'est que j'avais repris confiance en mes capacités à gérer le worst case scenario s'il arrivait. Donc, disons que je prends la décision A, que ça tourne le pire vinaigre qu'on peut imaginer, là, toutes mes peurs, là, je me suis dit, si c'est ça qui se passe après ma décision, ben c'est pas grave parce que dans le passé, quand ce genre d'affaires-là sont arrivées, j'ai été capable de A, B, C, je suis forte de mes expériences passées, puis finalement, j'ai pas vraiment peur d'avoir à faire face au worst case scenario, je suis capable. Puis aussi de s'amuser à dire, ben, des fois, je dis ça aux filles, là, OK, on donne du temps d'antenne au worst case scenario, là, mais à toutes les fois qu'on fait ça, je pense qu'il faut donner du temps d'antenne au best case scenario, puis toujours avoir les deux. Donc, je prends cette décision-là, c'est pas au mieux, c'est pas au pire. Est-ce que je suis capable de dealer avec le pire? Oui, let's go, on avance. Puis pour moi, ça a été une façon d'avancer puis de m'en sortir. Puis le plus que t'oses des grosses affaires qui te faisaient peur, puis que tu vois que ben tu meurs pas finalement, puis que ben les indicateurs remontent, puis ben tu sais finalement c'était favorable, ben il y a tout ça aussi qui donne confiance. La confiance, elle vient pas avant de décider, elle vient parce que tu décides, t'oses, tu meurs pas. Puis là, tu intègres que finalement, t'étais pas si en danger que ça. J'ai voulu ajouter quelque chose, Marie-Michel, parce que je trouve que nos pensées, notre tête peut parfois être notre pire ennemi. Puis, j'avais envie de te raconter une petite anecdote, là. Je sais pas si tu connais le dossier, mais il y a quelques années, j'avais lu un livre sur une chercheure américaine qui essayait de comprendre comment arrivait la douance, là, de quelqu'un être un génie ou la réussite. Puis, elle s'est attardée au cas de Michael Jordan. Puis, lui, Michael Jordan, il est arrivé à l'adolescence et il a été récusé. Il n'a pas été accepté dans l'équipe de basketball parce qu'il n'était pas jugé comme étant... Il n'y avait pas toutes les aptitudes d'un athlète habituel qu'on voit dans la vie de tous les jours. Puis, donc lui, tu sais, devant l'échec, l'être humain, il a bien des choix, là. Mais dans son cas, ça l'a fouetté. Puis lui, il s'est dit, ben regarde, je suis un basketballeur, là. C'est moi.
Fait qu'à tous les matins, à 5 heures du matin, il était sur le terrain avec son coach, puis il travaillait ses lancers 1000 fois, 1000 fois, 1000 fois, 10 000, 15 000. Il s'est jamais laissé abattre par les décisions autour de lui. Dans sa tête, à lui, il jouait au basketball un jour, tu sais. Puis regarde la carrière qu'il a faite. Là, non seulement il était dans, dans le basketball professionnel, puis il a changé la vision qu'on pouvait avoir d'un joueur de basketball. Puis en plus, il était dans la ligue de baseball majeur. Tu sais, c'était pas un athlète selon les paramètres qu'on donne d'habitude, mais ce qu'elle s'attardait, la chercheuse, c'est que lui, il prenait pas un échec comme étant une perte de sa valeur. Et de son idée, et de son identité. De son idée, et de ce qu'il voulait faire. Il restait dans l'action, de toujours répéter l'action qu'il avait envie de faire, de répéter, sans se laisser attarder par les peurs. Faire, est-ce que je vais faire un jour partie de l'équipe? Est-ce que j'ai la valeur de le faire? Il s'est pas attardé à ça. Lui, il a dit, moi, c'est ça que je veux dans la vie, puis il a avancé avec ça. Fait que je trouve que il faut faire vraiment attention à nos pensées, parce que cette chercheur-là était pas capable de dire, en ayant étudié des enfants de 3, 4, 5 ans, s'il y en avait un qui était vraiment, vraiment un génie à la base, elle pourrait pas dire ça dans les paramètres qu'elle avait étudiés, ou plutôt que lui, c'est parce qu'il avait jamais baissé les bras. Il aimait ce qu'il faisait, il avançait, puis il se laissait pas baisser par les échecs. C'est fascinant, là. C'est notre esprit, quand on lui donne trop de barrières, c'est nous qui les mettons, ces barrières-là. Ah, puis moi, je peux tomber rapidement personnellement, là, je l'assume, je tombe rapidement dans ces pièges-là. Si on me dit, Marie-Michel, je dis n'importe quoi, là, ta sauce à spag est ordinaire, ben, je risque d'arrêter d'en faire. Moi, je suis pas bonne en sauce à spag. Hey, tu sais, mais qu'est-ce que t'en sais, toi, de ma sauce à spag? Puis peut-être que si je me pratique ou que j'en fais plus ou que je prends des cours puis ça, c'est dangereux parce qu'en entrepreneuriat, spécifiquement, quand on avance, quand on se démarque, c'est qu'on apporte une certaine innovation. On innove, on règle des problèmes de façon nouvelle. Et la plupart des personnes à qui on va parler de nos nouvelles idées vont comme pas les comprendre, sont pas rendus là. Fait que des noms, il y en a beaucoup. On va proposer nos nouveaux services, puis là, les gens comprennent pas. Puis là, tu te dis, ben, il n'y a pas de demande. Mais non, attention, c'est bon ce dont tu parles parce que quand il y a un non, faut pas tomber dans cette torpeur-là, mais continuer de voir les possibles et de dire comment je vais m'y prendre, comment je vais travailler plus fort, par quelle autre porte je peux essayer de rentrer plutôt que d'être dans « Oh mon Dieu, c'est bien misérable, moi, je suis pas bon en basket finalement, ils me l'ont dit, ils m'ont dit non. » Tu sais, il aurait pu se dire ça, puis moi, je sais que je tombe là-dedans. Faut vraiment que... C'est un muscle sur lequel moi, je travaille fort en ce moment. Mais avec brio, je trouve, moi, de mon côté, là, quand je te vois aller, avec toute ton innovation et ton audace, là, c'est beau. Mais cette année, ça a été le fun pour moi parce que j'ai pas eu le choix d'oser des affaires, puis ça a été favorable. Donc, ça m'a aidé à prendre confiance, puis j'ose plus, puis j'essaie plus, puis j'ai plus de portes qui s'ouvrent aussi. De par chaque audace, de par chaque décision, il y a un effet papillon sur d'autres résultats très champ gauche qui arrivent. Donc, tout à fait, là. En tout cas, moi, je vois que j'ai plus osé. Je vois que ça donne des choses, puis je vois que ma confiance s'installe tranquillement pas vite. Mais je peux rapidement, avec un nom, me décourager, par contre. C'est ce muscle-là qui est chez moi qui est plus travailler fragile. Très fort. Il est plus fragile. C'est mon petit talon d'Achille. Il est plus fragile pour je trouve que pour la majorité des gens, Marie-Michel, là, je veux dire, c'est rare les gens qui arrivent puis qui se font faire des refus puis qui c'est comme genre, ben c'est pas grave, j'avance pareil. Tu sais, c'est pas ça la réaction, tu sais. C'est pour ça que les gens aiment pas ça. Le télémarketing, là. Combien de personnes détestent avoir à faire ce genre de travail-là? C'est la majorité, c'est l'exception qui va être motivée par des noms, là. Fait que c'est pour ça qu'il faut garder confiance en soi puis dans ce qu'on veut faire. On va trouver la porte. C'est juste que c'était peut-être pas celle-là. Mais il va y en avoir d'autres, puis on va en solliciter d'autres qui vont s'ouvrir. Mais il faut vraiment comme garder, en fait, vraiment notre intégrité dans ce qu'on veut. Tout à fait. Des fois, là, puis je me suis ostinée dans le passé avec des collaborateurs à ce sujet-là parce que, disons qu'on avait un objectif. J'ai déjà collaboré avec des gens qui disaient « Ah, ben on n'a pas réussi l'objectif, on va changer l'objectif. » Moi, je disais « Non. L'objectif reste le même. C'est le comment qui change. C'est le comment qui est malléable. Le comment, c'est de la pâte à modeler. Mais là où on s'en va, ça, faut le garder, tu sais. C'est pas parce qu'on a quelques noms. Puis je le répète, en affaires, on a vraiment
beaucoup de non, beaucoup plus de... T'as un oui pour 9 non sur plein d'affaires, tu sais, des employés que tu vas engager, que finalement, ils ont dit oui à l'autre à côté. Il y a plein d'embûches, là. Donc, faut garder en tête que, hey, moi, je vais aller chercher mon oui sur 10, puis les 9 non, ils m'arrêtent pas. Puis je continue d'avancer. Puis quand tu fais la démarche avec quelqu'un que tu arrives à amener du côté des possibles, comment tu observes que, oh wow, yes, on a réussi? C'est quoi les signes? OK, là, je suis redevenue du côté de la lumière des possibles, des possibilités, de la vision, du développement. Mais moi, j'aimerais juste amener quand même un bémol là-dessus, c'est que, à mon sens, dans la vie, euh, c'est un travail qu'on peut faire en continu, de se garder dans l'ouverture des possibles, parce que c'est facile de retomber dans d'autres travers si jamais c'est notre tendance personnelle, là. Mais moi, ce que je te dirais, c'est que on le voit dans plein de signaux. C'est la lumière des yeux, la première chose, tu sais, parce que tu sens un apaisement, tu sens même une posture différente. Tu sais, dans le physique, il y a quelque chose qui se passe. La joie qui revient, l'enthousiasme, tu sais, c'est comme une énergie, tu sais, quand on était des enfants puis qu'on jouait, là, tu sais, cette énergie-là qui nous habite, là. En tant qu'adulte, on peut l'avoir puis la cultiver, mais quand on est dans l'univers, dans la torpeur ou quand on est bloqué, ben cette énergie-là, elle est raplapla, tu sais, elle n'est pas là. Mais quand on voit retrouver ça, puis quand on voit la personne qui est là, c'est bon, je sais quoi faire, tu sais. Pour moi, tu sais, ça vaut toute l'heure du monde quand la personne, elle se reprend, elle se regarde dans le miroir puis elle est heureuse de voir ce qu'elle voit, là. Ça vaut vraiment tout qu'une paye, ça, là. En fait, c'est un tango, OK? C'est comme un tango que tu danses à journée longue. Puis dans la même journée, tu peux aller d'un bord puis de l'autre plusieurs fois. Puis c'est fascinant à quel point, quand t'es pris dans la peur, c'est énergivore. Puis quand tu tombes du côté des possibles, c'est nourrissant. Ça te drive, ça te donne de l'énergie. Puis moi, c'est un muscle, tu sais, je le dis depuis le départ, là, sur lequel je travaille fort parce que je vois que quand je suis de ce côté-là, oh mon Dieu, que je suis énergisée, puis je finis ma journée avec le sourire jusqu'aux oreilles, puis j'en veux plus de ça. Mais c'est pas nécessairement évident de danser puis de se voir parce que des fois, ça va tellement vite qu'on se rend compte je vais le dire en genre on est stallé, OK? On est stallé dans ce marasme, ça nous ronge, puis on s'en rend pas tout à fait compte. On peut s'en rendre compte à délai. Puis toi, quand tu es toute seule avec toi-même, là, tu sais, toi, tu es formée, tu es une coach, t'envoies à longueur de journée. Mais j'imagine que ça t'arrive toi aussi, là. Comment tu fais? Comment tu t'y prends de toi à toi pour rester dans les possibles? Moi, je me suis fabriqué ma propre recette. Tu sais, j'ai comme les ingrédients de ce que j'ai besoin, moi, pour être bien. Puis, ce que je fais, c'est parce que je trouve que c'est une recette unique à soi, là, tu sais. Comme moi, c'est beaucoup la musique, là. Tu parlais tantôt que je chante dans un groupe, ben moi, quand je me sens un peu, me semble qu'aujourd'hui c'est moche, là, les hormones ne sont pas au rendez-vous, puis je me sens pas comme hop la vie, là. Eh bien, la musique, pour moi, c'est une amie proche, là. C'est une amie qui va m'accompagner dans ma mélancolie, qui va m'aider à me sortir de ça. Beaucoup, moi, je trouve, j'ai envie de te nommer aussi la spiritualité. On est une communauté ici au Québec où est-ce qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain quand on a décidé que la religion, c'était pas ça qui était prépondérant dans nos vies, puis qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retirés de la religion catholique pour des raisons qu'on connaît. Je sens, moi en fait, c'est moi j'ai 50 ans, là, puis dans ma génération, puis celle d'avant, je sens que ça a laissé un vide parce qu'il y a il y a quelque chose de rassurant, hein, quand on fait partie de croyances établies, puis que peu importe ce qui se passe dans notre quotidien, on peut se rattacher au fait, ben garde, Dieu veille sur moi, tu sais. Ça fait du bien, tu sais. Mais comme on a perdu ça, je trouve qu'il y a beaucoup de gens que, sans ce sens-là qu'on peut donner, tu sais, parce que quand il n'y a plus de sens, qu'il y a des choses qui n'ont pas de sens, on s'entend, là. Il y a beaucoup d'atrocités, de choses sur la planète qui c'est difficile à gérer parfois. Mais pour moi, quand il n'y a plus de sens, ben, c'est de se rattacher à une certaine spiritualité. Moi, j'ai développé la mienne parce que je ne suis pas quelqu'un qui veut aller à l'église et, et pratiquer la religion catholique, mais il y a beaucoup de choses que j'ai gardées quand même de la religion catholique qui me touchent, qui m'inspirent et qui m'aident à trouver du sens dans le quand il n'y en a pas.
Fait que dans prendre soin de moi, il y a toutes sortes d'ingrédients, mais la musique, pour moi, ça a quelque chose aussi de spirituel. Je me connecte, on dirait, à plus grand que moi, puis tu sais, c'est quelque chose qui fait du bien à l'âme. Fait que c'est de se trouver les choses qui font du bien à l'âme. Moi, c'est ça que j'ai mis en place. Ce que je fais, moi, dans ma recette, c'est aussi parfois ce que je peux conseiller aux gens qui viennent avec moi, selon qui ils sont. C'est-tu de lire des livres qui vont être ressourçants? Ça va-tu être d'écouter des podcasts? Sortir avec des amis? Tant que, moi, ce que je trouve qui est important, c'est tant que ce qu'on fait pour se faire du bien n'est pas quelque chose qu'à long terme nous fait du mal. Ce que je veux dire, c'est finalement, c'est d'aller dire quelqu'un qui va trop consommer d'alcool à un moment donné, que ça va devenir trop important. C'est quelque chose qui l'aide à décrocher, à se sentir bien quelques heures avec des amis. Mais quand ça devient le fixe principal de sa problématique, ça peut devenir comme problématique à long terme. Fait que c'est de garder... fait que c'est ça. Moi, j'ai plein d'outils, puis je travaille... À mon sens, c'est jamais terminé. On sait jamais quand est-ce que la vie va nous amener nos épreuves, mais je pense que c'est quelque chose à cultiver pour justement être prêt à faire face si jamais... Parce que la vie, c'est ça, c'est le pire comme le meilleur. Mm-hmm. C'est la lumière, c'est la lumière, c'est l'obscurité, c'est les deux ensemble. Fait que si on n'accueille pas ça à bras ouverts, ben on peut vivre vraiment en rigidité, puis ça peut être difficile. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, j'ai eu une phase dans ma vie où j'étais plutôt, je vais dire, éco-anxieuse. Puis la personne, c'était une chercheure en environnement qui avait carrément changé de vie puis qui était dans une pratique très spirituelle, justement. Puis elle me disait, tu sais, on est ici pour vivre ça. Elle a dit, moi, elle disait qu'elle était partie, là, se battre pour des forêts amazoniennes, là. Tu sais, c'était quelqu'un de très engagé. Puis elle dit, moi, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup sur moi. Puis maintenant, je me dis, je suis ici pour vivre tout ça, puis de se connecter à quelque chose de plus grand, parce que quand on est dans le marasme ou dans la noirceur ou dans la peur, on est très égocentré. On est très moi, je panique, je veux pas perdre, je veux pas me planter, on se voit comme très, très grand et très important, là, très au centre de tout. On dirait que quand on va d'un côté plus spirituel, grandiose. Moi, c'est la nature qui me parle. Moi, ma spiritualité, c'est la nature. C'est aller près de la mer, c'est aller en forêt. Puis là, je vois à quel point c'est grand. Puis à quel point, oui, je fais partie. Je suis comme un petit grain de sable dans cet écosystème, mais il y a tout un écosystème. Puis de faire confiance que ce qu'on a à vivre, ben, on le vit quand on le vit. Tout à fait. Puis moi, ma nouvelle pratique, je dirais que ça fait peut-être 2-3 semaines que j'arrive à le faire, c'est que je pense à mon objectif ou à ce que je veux vraiment, là. Puis au lieu de me dire « Ah, je veux ça, je veux que ça marche, je veux que ça marche », j'essaie de me ressentir comment ça va être quand ça va avoir fonctionné. Mm-hmm. Tu sais? Puis ça a amené Franchement, ça m'amuse parce que on dirait qu'il y a des résultats qui sont arrivés plus facilement dans les objectifs que j'avais. Alors, je vais sûrement continuer cette pratique-là. Ça m'a bien amusée. Puis plutôt que de vouloir quelque chose de façon comme en me battant pour que ça se passe, là, tu sais, en forçant les choses. En partant du manque. En partant du manque. Oui. T'as ça raison, reste un concept qu'on peut réutiliser vraiment. C'est plutôt de se projeter dans ce qu'on imagine, puis d'avoir déjà une espèce d'énergie qui nous amène vers ça. Puis ça touche la visualisation, qui est aussi un outil puissant, là, quand tu le maîtrises bien, là, pour t'amener ce que tu veux dans ta vie, là, c'est beau. Mon observation aussi par rapport à notre réseau rapproché de gens, les gens qu'on accueille, qu'on attire, qu'on laisse entrer, ben quand on shift d'énergie, c'est sûr que quand on est beaucoup dans la victimisation ou la peur, on va attirer des gens qui sont dans cette énergie-là. Parce que les gens qui sont plus là, ils n'ont pas envie de nous là-dedans. c'est dur ce que je dis. Puis quand on arrive à transformer ça, puis à être plus dans les possibles, c'est fascinant à quel point on attire d'autres personnes qui sont dans cette énergie-là aussi, puis qui ont envie de vibrer sur cette fréquence-là, sur cette chaîne radio. Moi, j'aime bien les chaînes radio, là, c'est concret. Puis ils ont envie de syntoniser ce genre d'énergie-là. C'est des fréquences, puis on dirait qu'on attire plus de monde qui sont sur la même fréquence que nous. Puis il y a des gens, à la limite, qui sont pas sur cette fréquence-là, qui vont sortir, qui vont s'en aller parce que ça devient comme désagréable pour eux, cette fréquence de possible et de grandiose, là. Ben merci pour tes conseils, merci pour tes idées, trucs, astuces, outils pour cultiver ces possibles-là autour de nous. Puis avant qu'on se quitte, est-ce que t'es game
d'embarquer dans mon quiz Aimes-tu ta compagnie? Oui, oui. Non, j'aime ça. Moi, je suis très game dans la vie. Je t'explique. On a pas plein de questions. audacieux, j'aime ça. On a un pot de questions. J'en pige 2. Choisis celle à laquelle tu veux répondre. Puis moi aussi, il faut que je réponde parce que ça nous met un peu toutes les deux. J'ai hâte de voir ça, Marie-Michel. Ça va m'en dire autant sur vous que sur le processus. OK. Il y en a 2. Ils sont dans les mêmes eaux en plus. Première question, quel est l'élément qui te séduit le plus dans ton entreprise? OK. Ou 2, quel est ton super pouvoir? Je pense que je vais faire le premier. Quel élément qui te séduit le plus dans ton entreprise? Oui. Moi, j'ai envie de dire que l'élément qui me séduit le plus, c'est le sens que je donne à honorer la vie dans mon entreprise, tu sais, qui est ma phrase clé, là, Caroline, honorer la vie. Pour moi, honorer la vie, ça représente, c'est ce que j'aime le plus parce que c'est ce qui m'habite. Quand je gérais des gens, pour moi, chaque personne de l'équipe était extrêmement importante. Il n'y avait pas de lien hiérarchique avec l'importance de la personne, là. Tous les postes étaient d'égale importance. Puis c'est comme ça que je vis ma vie, puis c'est comme ça que j'essaie. C'est une aspiration que j'ai moi-même de l'honorer, cette vie-là, à tous les jours. Fait que le sens que ça a, puis la profondeur que ça atteint pour moi, c'est quelque chose qui me séduit beaucoup dans mon entreprise. J'aime ça, cette valeur-là, c'est d'être capable à tous les jours de me remettre en question, de dire est-ce qu'aujourd'hui tu as fait ce que tu serais fier? T'es-tu fier de ce que tu as fait aujourd'hui? Est-ce que le souffle qui t'habite a été honoré par ça? Est-ce que tu sens que tu as une contribution? Parce que pour moi, honorer la vie, c'est oui, prendre soin de soi, mais c'est aussi finalement d'avoir une contribution sur les autres. Puis, honorer la vie, c'est d'accepter aussi tous les spectres de situations qui peuvent être plus difficiles, moins, tu sais, la plus grande des joies, la plus grande des tristesses, ça fait partie de la vie, puis de l'honorer. Fait honorer la nature, honorer mes enfants, honorer mes relations, tu sais, ça m'habite. Puis je suis amoureuse de ce concept-là, puis je veux m'engager à ça, moi. C'est pas terminé, là. J'ai l'impression que moi, j'en ai pour toute la vie encore à continuer de le faire pour moi-même, là. Mais ça m'habite. Puis je suis extrêmement contente de ça dans ma compagnie. Ah, t'as de quoi? Moi, je l'adore. J'adore. Moi, j'appelle ça une signature de marque, là. J'adore ça parce que, ben là, maintenant, t'es mon ami. On est amis intimes, faut le dire. Donc, tu ne peux plus être ma coach, mais on se coach en amitié aussi. Ton honorer la vie résonne sur moi, puis des fois, je l'utilise égoïstement quand je fais face à des situations, à des choix. Quelle relation à laquelle je vais faire de la place dans ma vie? Quelle relation je vais faire moins de place? Quel projet je vais faire plus de place? Quel projet je vais faire moins de place? Est-ce que je dis oui à tout ou je garde de l'espace pour honorer la vie? Comme, tu sais, tu reviens à ta recette à toi, puis honorer la vie, c'est ça, on n'a pas la même recette pour honorer notre vie, mais se poser la question, ça, c'est important. Puis je pense que le fait que de côtoyer, moi, ça m'amène à me poser cette question-là, puis j'espère que les gens qui nous écoutent vont se la poser. Est-ce que tu honores vraiment ta vie? Et c'est pas égoïste, Marie-Michel. Non. Moi, j'ai l'impression que quand on est vrai, quand on est dans notre axe à nous, qu'on a choisi parce qu'il nous ressemble, parce que c'est nous, on va contribuer autour de nous fois 1000, fois millions. Fait que c'est pas égoïste. Tout à fait. Puis moi, c'est un deuil que j'ai eu à faire parce qu'il y a certaines personnes que j'aimais beaucoup qui, quand j'honorais la vie, ça ne les servait plus. Quand j'honorais ma vie, ça ne les servait plus. Puis il y avait comme une équation de « Ah, mais je dois servir tout le monde, puis qu'il faut que tout le monde soit content de moi pour que ça fonctionne. » Moi, c'était un pattern duquel je suis sortie, mais j'ai eu à faire des deuils importants parce que quand moi, j'honore ma vie pleinement, c'est pas tout le monde qui me célèbre, pas tout le monde qui est content que Marie-Michel, elle honore sa vie, puis qu'elle réussisse, puis qu'elle s'épanouisse, puis qu'elle soit bien, puis qu'elle soit amoureuse de son chum, qu'elle soit présente avec ses enfants. Si tout le monde est content, Marie-Michel, t'es pas qui tu dois être. Non, exact. Puis ça c'est important parce que c'est pas si facile d'honorer sa vie tout le temps. C'est pas si facile. Je me souviens, là, il y a une personne qui était cliente chez nous, qui était vraiment, c'est quelqu'un que j'appréciais, que j'admirais. Cette personne-là, elle attendait de moi que je sois disponible
aux 15 minutes pour répondre au téléphone. Mais moi, j'ai un métier où je suis souvent en consultation sur la route, en rencontre, j'enregistre un podcast. Je suis pas là tout le temps. Puis j'ai une enfant avec un syndrome, puis légère déficience intellectuelle, des rendez-vous à qui mieux, j'en ai. Je suis pas quelqu'un de flexible. Pour honorer ma vie, je peux pas toujours être là 24/7 à prendre le téléphone. La personne m'en voulait vraiment avec toutes ces émotions-là. Puis je me souviens, ça a été déterminant, puis j'ai eu à tenir mon bout puis à dire, pour moi, l'expérience client que tu vas avoir dans ma business, c'est pas de me parler aux 2 minutes quand toi tu veux, quand tu as besoin. Puis ça a été extrêmement difficile parce que là, elle m'aimait moins, puis elle m'aime encore moins cette personne-là. Il y a un malaise qui s'est installé. Mais moi, pour honorer ma vie, j'ai dû dire non, ça c'est une limite, puis ça fonctionne pas dans ma réalité. Donc, je veux juste le nommer que parfois, honorer sa vie, puis oui, c'est ce qui est le plus beau dans ton entreprise aussi. Moi aussi, ça me séduit chez vous. Puis quand on l'ose, ben c'est pas juste de la barbe à papa. Non, c'est pas l'univers des calinours, là, du tout, là. La vie, c'est pas ça. Puis c'est pour ça que j'encourage tout le monde à se faire coacher par toi, parce que effectivement, c'est pas simple, mais c'est extraordinaire. Puis moi, c'est à mon tour, quel est l'élément qui me séduit le plus dans ma business? Ben nous, on est des stratèges marketing à la base. On fait des plans d'action. Ça peut avoir l'air bien drabe, mais dans l'univers du marketing, souvent, on est très tactique. On est très, je vais te faire une campagne de pub, puis on va promouvoir ton événement. C'est un début, puis c'est une fin. Moi, dans la façon dont on travaille le marketing, on change profondément les positionnements de marque. On investit dans des outils marketing qui vont être bons pendant 10 ans. Un parcours client, c'est un actif qu'on bâtit. Puis les organisations qui nous font confiance, souvent, ont un profond changement de comment ils font leur marketing, puis de leur business, puis comment ils s'assument aussi publiquement, comment ils assument leur message, comment ils prennent plus de place, comment ils sont fiers de leur business après. Fait que moi, c'est ça qui me séduit dans ma business, c'est des changements profonds qu'on amène les entreprises à faire. Ça me fascine à quel point après, ils sont outillés, puis à la limite, ils ont de moins en moins besoin de nous pour le faire. Là, je fais « OK, mission accomplie », tu sais. Là, Oh, c'est magnifique, ça, Marie-Michel. Toi aussi, t'es dans l'industrie où est-ce que tu apprends les gens à pêcher? Oui. Ouais, élever des poules. Ils pas leurs poissons. Ben, tu sais, des fois, quand ils sont en crise, là, je vais leur cuisiner le sushi, là. Ah, c'est Mais fin. juste en situation de crise, parce que pour le reste, effectivement, je vais dire non, vas-y, embarque dans la chaloupe, puis je vais te montrer comment faire ça. Mais Caroline, si quelqu'un est tombé en amour avec toi, avec ta pratique, avec ta vision d'honorer la vie, comment on fait pour travailler avec toi? On peut me rejoindre simplement sur caroline@honorerlavie.ca. Puis, je suis début mars 2024, je vais lancer mes médias aussi sociaux. Je vais avoir ma page Facebook, Caroline Hall, Honorer la vie, Instagram aussi, et mon LinkedIn. Donc, on pourra me rejoindre sur tout ça, mais mon courriel, pour le moment, fonctionne très bien. caroline@honorerlavie.ca. Probablement que quand l'épisode va être lancé, probablement que tu vas être présente sur les réseaux sociaux là, avec les timings début mars. C'est excellent. Alors nous aussi, on va aller te suivre, puis je vous recommande chaleureusement, évidemment, Caroline a changé ma vie d'abord avec son coaching, puis maintenant elle continue de la changer avec l'amitié. Mais d'abord, ça a été une relation de coach-coaché, là. Puis je te dois une fière chandelle. Merci Marie-Michel, t'es une amour. Merci. J'ai adoré ta compagnie dans le podcast aujourd'hui. Ben moi aussi, j'adore la tienne, hein, tu sais ça. À tous les niveaux. Tant mieux parce qu'on se retrouve jeudi. C'est ça. À bientôt. Bye bye. Merci beaucoup. À bientôt.